suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Et si vous étiez en train de rater le plus grand virage stratégique de votre carrière ? Dans cet épisode exceptionnel, je reçois de nouveau Vincent Martin, ancien coach sportif devenu dirigeant de club, aujourd'hui doctorant en IA et management, pour une discussion qui pourrait bien changer à jamais votre vision du secteur du fitness et du métier de coach sportif. On parle d'un tsunami invisible, mais déjà en marche, l'intelligence artificielle dans le fitness. Non, l'IA n'est pas juste un gadget pour faire de jolis visuels sur ChatGPT. C'est une révolution qui va transformer le marketing, la vente, la gestion client, la formation et même la façon dont vous coachez vos clients. Mais la vraie question n'est pas « est-ce que l'IA va impacter notre métier ?» C'est plutôt à quelle vitesse et comment puis-je en faire un avantage compétitif majeur. Dans cet échange, Vincent vous partage sa vision rare à la croisée du terrain, du management et de la recherche. On démonte les fausses croyances anxiogènes relayées par les médias. Et on vous montre comment l'IA pourrait vous libérer du bullshit administratif, vous permettre de travailler moins et mieux et surtout de replacer l'humain là où il a le plus de valeur. Que vous soyez coach indépendant, gérant d'un club de fitness ou simple curieux, cet épisode est une alerte et une opportunité. Donc, prêt à ne pas finir comme les clubs de fitness qui refusaient d'installer Internet en 2010, alors écoutez absolument cet épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui va secouer et qui secoue, je pense, beaucoup aujourd'hui la société de manière générale. Un sujet dont tout le monde parle, mais que je pense dans le fitness, on n'est pas encore... alors, il y a quelques acteurs qui commencent à s'y mettre, mais c'est encore tout nouveau. Je veux bien sûr parler de l'intelligence artificielle parce qu'au fond, la vraie question, je pense, c'est pas de savoir si l'IA va impacter notre métier, mais la vraie question, c'est comment elle va le faire, à quelle vitesse et surtout, qui va réussir à s'en servir le plus intelligemment possible pour, et on va en parler avec toi, Vincent, mais pour créer justement un avantage compétitif durable. Parce que l'IA, c'est pas forcément c'est pas un simple outil pour gérer ou gagner du temps sur des tâches administratives, mais c'est, je pense, un outil qui permet de revoir la transformation au niveau du service client, la rétention, le marketing, la vente, bref, tous les leviers inhérents à n'importe quel type d'entreprise et dont notamment toutes les entreprises de fitness. Et pour ça, eh bien, j'ai invité Vincent. Alors, Vincent, si vous le connaissez pas, je mettrai l'épisode de podcast. On a fait un épisode de podcast ensemble. Et aujourd'hui, du coup, il s'est intéressé, il va nous expliquer, il s'est intéressé vraiment à l'IA et je pense que c'est la bonne personne pour rentrer dans le sujet. Moi, j'ai testé de mon côté, je mets en place des choses pour les coachs dans mon programme d'accompagnement parce que aujourd'hui, il faut vivre avec et surtout, ça nous permet de gagner du temps. Merci Vincent. Est-ce que déjà, du coup, par rapport au précédent épisode, tu nous fais une petite review rapide et nous dire aujourd'hui ce que tu fais et comment tu es légitime pour nous parler d'intelligence artificielle? Ouais, donc merci déjà de m'accueillir, Andy. Et en effet, la fois d'avant, on avait évoqué, on avait échangé sur, la vision qu'on avait sur le business du fitness de manière assez large. Donc pour retracer très rapidement mon histoire, j'ai démarré en tant que coach en 2001. J'ai ensuite été manager de club à partir de 2005-2006 à peu près et j'ai dirigé des réseaux à partir de 2016. Donc j'ai un double cursus, j'ai des brevets d'État, de coach sportif, divers brevets d'État, des diplômes universitaires, également dans le domaine de la prépa physique et de l'entraînement.
Et puis en parallèle, j'ai un cursus en école de commerce où j'ai fait un master à l'INSEC et un MBA à l'IFG. Et puis là, je me suis lancé dans un doctorat à l'ESCE. Donc un doctorat qui allie le management et l'IA, du moins qui allie de manière plus large le numérique, la big data et la robotisation. Donc c'est un doctorat en management international, big data et robots. Et le thème de ma thèse, c'est la formation des PME à l'IA, un défi organisationnel et éthique. Mmh. Donc ce qui me plaît au quotidien et puis dans des échanges comme celui qu'on a, c'est d'allier à la fois la vision du sport, le management et Mmh. l'IA pour essayer de croiser ces 3 domaines qui sont tout à fait compatibles. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ne pas être dans la réflexion si je suis pour ou contre l'IA, mais comment vais-je utiliser l'IA de manière efficiente pour moi, pour mon entreprise, pour l'écosystème du fitness, et puis surtout avec une vision éthique. J'appuie beaucoup là-dessus. Et puis contrairement à certaines personnes qui râlent souvent d'être français ou européens, on a de la chance d'être en Europe pour qu'il y ait un cadrage éthique autour de l'IA. Et dans nos échanges, on pourra en parler, mais peut-être que l'Europe va pas assez vite sur certains points, mais en tout cas, elle y va de manière un peu plus sûre que les États-Unis et la Chine. OK. Et quand tu parles d'éthique dans l'IA, ça sous-entend C'est assez large. C'est ouais, mais aujourd'hui avec l'IA, c'est une telle révolution qu'il va y avoir des restructures organisationnelles qui vont être mises en place dans toutes les entreprises. Quand on parle de restructuration, on voit tout de suite licenciement. Et ce qu'on appelle mmh, le delayering, c'est le fait de réduire les coûts et très souvent les coûts RH et d'avoir des mmh, méthodes assez drastique quoi. de changement qui est souvent synonyme d'impacts sociaux. Je pense que si on prend l'IA du bon côté, en fait, les impacts sociaux peuvent être beaucoup plus positifs que négatifs. Et c'est là où les journalistes font assez mal leur travail, parce que bon, on sait que leur but, c'est de vendre du papier ou des clics, et donc de créer du buzz. Et surtout dans une société comme aujourd'hui, on sait qu'on crée du buzz avec, en développant une certaine anxiété, un environnement anxiogène. Donc on va parler des impacts de l'IA, que l'IA va piquer le travail de tout le monde, qu'il va y avoir des millions d'emplois qui vont disparaître, c'est vrai, mais on ne parle pas des millions d'emplois qui vont être transformés et des millions d'emplois qui vont être créés. Il y a un chiffre qui est quand même assez impactant. En Europe, on estime, donc c'est des chiffres qui évoluent et qu'on réajuste régulièrement, mais les derniers chiffres sont tombés. Il y a à peu près 70 millions d'emplois qui vont disparaître. Donc 70 millions d'emplois, c'est l'équivalent de la population française. Sauf que si le virage est pris du bon côté, et c'est important de parler justement de ce virage éthique, il y a 90 millions d'emplois qui vont être créés et 300 millions d'emplois qui vont être transformés. Donc en effet, on parle des 70 millions d'emplois qui vont disparaître, mais quand on fait la somme des transformations et des créations, on est quand même à 390 millions d'emplois nouveaux, ou du moins transformés, qui ne seront plus les mêmes grâce à l'IA. Donc lorsque je parle d'éthique, je parle de restructuration organisationnelle avec cet esprit éthique, où l'IA ne doit pas remplacer l'humain, mais l'IA doit apporter une efficience plus grande à la production humaine. Et surtout, l'IA doit apporter un bien-être au travail, on en parle souvent du bien-être au travail, un bien-être au travail supplémentaire. Quand on parle de bien-être au travail, la qualité de vie au travail, ça repose sur 4 points généralement. C'est les conditions de travail, c'est les relations interpersonnelles, c'est la santé au travail, et le 4e point qui est extrêmement important, c'est le sens qu'on donne au travail. Mmh. Et actuellement, quand on parle de sens donné au travail, il y a un double 70%. Il y a 70% des personnes interrogées, qui sont actifs à l'heure d'aujourd'hui, qui n'aiment pas profondément leur activité professionnelle. Et lorsque l'enquête est poussée un peu plus loin, c'est parce que 70% de leurs fiches de poste effectives, je parle de fiches de poste effectives et pas fiches de poste théoriques, ne correspondent pas à ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société et dans un pays qui est extrêmement administratif et chronophage en termes de production administrative, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et au final, on va aller répondre à une offre d'emploi par rapport à une fiche de poste qui va plus ou moins rapidement être transformée et s'orienter de plus en plus vers des tâches chronophages qui ne correspondent pas à notre appétence première pour ce poste. L'IA, par exemple, va pouvoir gommer quasiment à 100% ces 70% de tâches qui ne plaisent pas
aux différents actifs. Mmh. Donc, c'est pour ça que je parle d'abord, dans un premier temps, de restructuration organisationnelle avec une vision par personne, une vision unitaire, si je puis dire, qui, lorsqu'elle va être correctement déployée par actif, va arriver sur une dynamique nouvelle pour chaque entreprise. Et c'est important d'inverser un peu l'entonnoir, et on en parlera après. C'est aussi le défaut de beaucoup de management, de beaucoup de stratégies, même au niveau national, de ne parler qu'au sommet stratégique pendant très longtemps et avoir un découlement très rapide qui arrive en bas. Et c'est Mmh. là où très souvent les catastrophes sociales arrivent. Donc avec l'IA, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument parler aux citoyens, il faut absolument amener le citoyen à comprendre ce qu'il va vivre, à comprendre le changement, la vague qui va arriver et surtout au fait qu'il doit surfer de manière, tout à fait positive sur cette vague et sa vie au travail peut changer et sa vie en parallèle peut changer. Un dernier point qui est important, je pense que tu avais entendu parler, comme beaucoup de monde, de cette théorie des 4 jours de travail, Mmh. 4 jours travaillés par semaine. Alors, il y a tous les libéraux, les ultra-libéraux qui ont crié au scandale, mais on peut pas, on est un pays, on est un continent en récession, absolument pas, 4 jours, ça serait une catastrophe. Eh bien non, si l'IA est pris en main, il y a des calculs qui ont été faits qu'on pourrait avoir une efficience à 40% supérieure en travaillant 3 jours et demi. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on arrive dans les entreprises, qu'on met l'IA sans perdre de temps, de manière efficiente, de manière méthodique, de manière organisée, de manière sociale, tout en ayant bien sûr un aspect économique qui est le nerf de la guerre, on peut très rapidement arriver à un dynamisme totalement positif autour de cette innovation. Je pense que tout employé, quand on lui dit, écoute, les 70% de ta fiche de poste qui ne te plaît pas, on va faire un point dessus, on va l'automatiser, on va t'apprendre comment l'automatiser et que tu aies juste un œil de supervision. Et puis, on est quand même dans une société de loisirs. Alors tout le monde est outré, surtout dans le monde du management, et je pense que sans faire les vieux, entre ta génération et la mienne, on parle toujours de la Gen Z qui est ingérable, qui ne pense qu'au loisir et à l'amusement. Bah, cette Gen Z, il faut faire avec, et il faut lui dire, bah, écoute, tu as des grosses ambitions de loisirs dans ta vie, qui sont peut-être à équivalent de tes ambitions professionnelles, ce qui n'existait pas avant, et ben, on va faire en sorte que ce soit possible. Ben, une semaine, ça fait 7 jours. Si on la coupe en deux, ça fait 3,5. Si ton intérêt est équivalent ton intérêt pour les loisirs est équivalent à ton intérêt professionnel, ben, on va faire en sorte de diviser le temps à 50-50. On va faire en sorte que tes 3 jours et demi, tu sois super efficace et que tes 3 jours et demi peut-être pour toi. Et là, il y a un aspect social qui est incroyable qui se met en place, avec en plus une efficience économique. Ça, c'est une vision avec une intégration de l'IA qui est tout à fait organisée, qui est sociétale et pas seulement isolée par entreprise ou par groupe de conseil et qui peut être amenée si le virage est pris du bon côté. En sachant que je pense qu'aujourd'hui, on peut déjà pratiquement arriver à ça, Ouais, bien sûr. vu la vitesse, alors dans des petites structures, hein, je parle pas dans des grosses boîtes, mais quand je vois la vitesse là, entre, ChatGPT, 3 et puis les dernières versions et tout, enfin moi je parle de mon business et enfin c'est assez incroyable quoi. C'est assez incroyable. Et puis encore, tu touches à ChatGPT, à de l'IA générative qui est super efficace, mais il n'y a pas que l'IA Ouais. générative, il y a plein d'autres IA qui peuvent automatiser beaucoup de tâches. Et puis, bien sûr, ChatGPT est un outil génial qui évolue super vite et il a des concurrents qui le poussent même à évoluer encore plus vite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ChatGPT, c'est comme Google avec Internet. Mmh. C'est-à-dire que les gens, quand on leur parle de l'IA, on parle de ChatGPT. Alors, c'est le leader à l'heure actuelle, mais il faut se dire que bah, c'est une toute petite capsule. C'est comme si on réduisait Internet à l'IA, Internet à Google, pardon, ou à l'époque Internet à Yahoo, quand Internet a explosé. Donc oui, ChatGPT, c'est un bon début. C'est bien pour essayer de comprendre l'IA et commencer à maîtriser l'IA générative. Et puis après, il y a encore un boulevard devant. Nous faire, justement, pour ceux qui sont pas, adeptes de l'intelligence artificielle, revenir un petit peu à justement à la genèse de l'IA. Là, on en entend beaucoup parler, mais ça fait, très longtemps qu'il y en a qui connaissent le sujet et tout. Est-ce que tu peux, voilà, nous faire un petit review par rapport à ça? Beaucoup pensent que c'est un effet de mode. J'en parlais avec mon oncle, qui était quand même un ingénieur en microtechnique, hein. Il a eu, qui a été PDG d'une boîte.
C'est lui notamment qui fournissait tous les robots automatiques pour construire les voitures chez Renault. Donc, tu vois, un ingénieur d'un bon niveau. Et il me dit, non, mais ton truc, là, je pense que c'est une mode. Bon, il est à la retraite, il a 77 ans, il n'est plus forcément à la page. Et je lui ai dit, non, c'est pas du tout une mode, en fait. Alors, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on en entend parler, mais ça fait bien plus longtemps que c'est dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, l'IA est arrivée, la première définition de l'IA, la première conception de l'IA où des ingénieurs ont commencé à réfléchir sur le sujet, ça date de 1956. Donc, en fait, c'est un ingénieur qui s'appelle John McCarthy qui a réfléchi et s'est dit, est-ce qu'on arriverait à créer, en fait, informatiquement parlant, des réseaux de neurones, des réseaux neuronaux profonds qui permettraient, en fait, de simuler, et ça c'est important d'avoir ça en tête, de simuler l'intelligence humaine. Quelle que soit l'évolution de l'IA, on ne pourra jamais avoir une intelligence similaire à l'intelligence humaine. Il y aura toujours une limite dans l'IA. Parce que le cerveau est d'une complexité extrême, même les plus grands spécialistes du cerveau à l'heure d'aujourd'hui ne maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement neuronal d'un cerveau humain. Donc lui, son objectif, c'était de se rapprocher un maximum du fonctionnement neuronal humain pour le reporter sur le domaine informatique, pour commencer à assister l'humain sur des stratégies économiques, éducatives, industrielles et sociales, et progressivement transformer le monde et apporter en fait au monde une assistance digitale informatique. La naissance, on va dire, c'est 156. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle plusieurs hivers dans l'évolution de l'IA. Dans les années 70, il y a eu un premier hiver parce que les technologies étaient trop limitées. Et l'IA ne pouvait pas avancer aussi vite qu'on l'aurait voulu. Donc, il y a eu un premier hiver où on a mis un peu l'IA entre parenthèses. Dans les années 80, il y a eu quand même eu une évolution, on l'a vu avec la réduction des ordinateurs, avec les premiers ordinateurs qui arrivaient dans tous les bureaux, même certains ordinateurs comme, je ne sais pas si tu l'as eu, moi je l'avais eu, l'Amstrad 6128, qui est arrivé dans les salons. Moi, la première fois que j'ai vu ça chez moi, je me suis dit, putain, on a un ordinateur chez nous, fin des années 80. Donc là, les ordinateurs ont évolué en termes de performance, ont réduit en termes de taille, donc on a recommencé à travailler un petit peu sur l'IA. Puis après, il y a eu l'explosion d'Internet. Internet est arrivé dans les années 90 de manière exponentielle, dans les années 2000 encore plus fort, et on s'est rendu compte qu'en fait, les différents besoins qu'on avait, que ce soit dans nos foyers ou au niveau professionnel, Internet y répondait très facilement. Puis, comme toute technologie, Internet a commencé à trouver des limites. Sa big data a commencé à trouver des limites. Les systèmes de statistiques avancés ont commencé à trouver des limites. Les codeurs eux-mêmes ont eu des limites. Et là, au début des années 2010, on a commencé à retravailler sur l'IA, où on s'est dit, bon, on va utiliser cette force qu'on a eue avec Internet, toutes ces connaissances qu'on a eues avec Internet, cette big data énorme qu'on a eue avec Internet, et puis on va le mettre au profit d'un renouveau, d'un retour sur des expérimentations autour de l'IA. Donc là, on a recommencé à investir sur l'IA. Google a commencé réellement à réinvestir en 2010. Quand les gens se disent, ouais, Google s'y met, non, Google, ça fait 15 ans qu'ils sont dessus. Donc là, par exemple, l'IA de Google, en 2012, a commencé à reconnaître des images. Puis en 2016, il y a eu un jeu qui s'appelait l'AlphaGo, qui a réussi à battre des humains extrêmement forts dans un jeu qui s'appelle le Go, qui est un jeu stratégique. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, l'IA était capable de réfléchir comme un humain et de réfléchir à un nombre de stratégies très importantes pour aller défier l'humain. Et ensuite, donc, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites de manière assez discrète. Et puis après, à partir de 2020, il y a ChatGPT-3 qui est arrivé avec l'IA générative. 2023, GPT-4. 2024, on avance encore sur des nouvelles, sur des nouvelles solutions. Et puis surtout, il y a des concurrents qui sont arrivés comme DeepSeek, le concurrent chinois, ou Mistral en France. Excellent. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet via le fitness, qu'est-ce que ça va engendrer pour l'industrie du fitness, l'intelligence artificielle, selon toi? Alors, ça va engendrer une transformation pour toutes les industries, pas seulement pour l'industrie du fitness. Ça va transformer absolument tous les métiers. Il n'y a pas un seul métier qui ne va pas être transformé par l'IA. Donc, il ne faut pas se demander est-ce que mon métier va être touché par l'IA. Il faut se demander comment est-ce que mon métier va être touché par l'IA. Comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour me rendre plus efficient?
pour avoir, et ça j'insiste souvent là-dessus, un plus grand plaisir au travail. Je reviens à nouveau là-dessus, j'entends de plus en plus des gens dire: «Oui, mais les Français n'aiment plus travailler». C'est pas que les Français n'aiment plus travailler, c'est que les Français, en fait, se posent la question de l'intérêt du travail, chose qu'on se posait pas avant. Moi, mes grands-parents, même mes parents, ils se sont jamais demandé s'ils aimaient leur travail. Ils y allaient. On est arrivé dans une génération où on se demandait, en fait, quel était l'intérêt au travail. Donc, à nouveau, il faut se dire: «Comment est-ce que l'IA peut apporter un intérêt plus grand à mon travail? Comment est-ce que l'IA peut apporter un intérêt plus grand à mes collaborateurs?» Et surtout, classer en, 3 parties, on va dire, pour être assez schématique, l'urgence d'implantation de l'IA. Parce que la temporalité n'est pas du tout la même. Quelques chiffres pour exprimer la différence de temporalité. Avec internet, jusque dans les années 2010 à peu près, on parlait d'évolution à court terme sur internet avec une temporalité aux alentours de 1 à 2 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on disait: «Il y a une innovation qui va arriver à court terme», ça prenait 1 à 2 ans. Mmh. Quand on a commencé par exemple à dire, il va y avoir un système de photographie sur les téléphones, ça a pris 2 ans pour être à peu près potable en termes de photos. Et on avait l'habitude de cette temporalité, on avait la patience d'attendre. Le moyen terme, c'était 3, ça pouvait aller jusqu'à 4 ans, et il y avait cette vision du moyen terme. Le long terme, on allait jusqu'à 7, 8, 10 ans. À l'heure d'aujourd'hui, le court terme avec internet, avec l'IA pardon, c'est 3-4 mois. Le moyen terme avec l'IA, c'est aux alentours de 10 mois. Le long terme avec l'IA, c'est 12 à 16 mois. Donc on a divisé quasiment par 10 la temporalité. C'est exactement pareil en termes d'évolution et en termes d'implantation. C'est-à-dire qu'il faut, revoir la structure organisationnelle d'un club de fitness et se dire: «OK, quelles sont les urgences? Quelles sont les urgences au niveau économique? Quelles sont les urgences au niveau social? Quels sont les métiers qui sont impactés par certaines tâches et les métiers, que je risque de perdre en termes d'effectifs, là où je risque d'avoir des pertes et là où je risque d'avoir des pertes économiques. Là, sur ces segments-là, il faut mettre en place un développement des solutions IA entre 0 et 6 mois. Ça, c'est le court terme. Puis le moyen terme, ça va être de 6 à 18 mois et le long terme, c'est à partir de 18 mois. Donc déjà, ce qu'il faut se dire pour, répondre de manière large à ta première question, c'est: qu'est-ce que l'IA va changer au fitness et aux structures de fitness? Tous les métiers, absolument tous les métiers. De quelle manière est-ce que ça va le changer? Ça, c'est en fonction de la stratégie de chaque entreprise et surtout l'analyse de la structure organisationnelle de chaque métier. La chance que l'on a avec l'IA, c'est que c'est un software qui est très accessible et qui coûte vraiment pas cher. L'IA apporte une certaine égalité. On l'a vu ces dernières années, le fitness est très impacté par des mastodontes, des très grosses marques qui sont arrivées et qui ont écrasé les indépendants ou des petites chaînes qui avaient quelques clubs. À l'heure d'aujourd'hui, ces clubs-là, j'en ai rencontré très souvent. Il y a encore, 1 mois dans un séminaire, il y a des gars qui me disaient: «Mais moi, je peux rien faire face à des enseignes qui sont en train de se mettre autour». En effet, en termes de puissance financière, en termes de déploiement marketing, c'est très compliqué de les concurrencer. Mais je leur disais: «Aujourd'hui, vous avez un moyen de les dépasser ou au moins d'être sur un pied d'égalité sur de nombreux domaines, c'est l'IA». Donc, pour répondre à ta question de manière large et après, si tu veux, on va rentrer sur certains domaines, c'est l'IA peut tout changer dans le monde du fitness. C'est une question de priorisation et d'analyse des besoins humains et sociaux. Ouais, c'est intéressant. Je suis en train de réfléchir en même temps où j'essaye de me mettre dans la peau d'un patron de club, ou même, une activité de coach. Mais c'est intéressant de se poser la question de comment on travaille aujourd'hui et de se poser la question comment on peut mieux travailler demain avec cette composante aussi sociale. Parce que nous, forcément dans notre milieu, il y a côté humain est hyper important. Donc comment justement faire pour que, voilà, l'humain reste au cœur du processus, mais qu'on améliore un petit peu tout ça, quoi? Je pense que déjà, de manière schématique et pour faire une segmentation assez binaire, il faut se dire qu'il y a en fait une stratégie, une gouvernance, on va dire, stratégique, et puis une gouvernance et un déploiement opérationnel. C'est-à-dire qu'au niveau stratégique,
On a tous connu, tu as dû en croiser moi aussi, des directeurs de petites enseignes ou des directeurs de clubs indépendants qui sont arrivés dans ce milieu par passion, parce qu'ils pratiquaient, parce qu'ils étaient profs et puis ils se sont retrouvés directeurs d'un business unit. Très souvent, ils se sont retrouvés limités en termes de compétences, en finance, en stratégie marketing, en stratégie commerciale, en organisation, en gestion de projet. On a vu se déployer, alors il y a eu une explosion en 2010, j'ai l'impression que tous les coachs qui étaient devenus directeurs ou qui ont travaillé pour des grandes enseignes de distribution, de matériel sportif, sans les citer, sont tous devenus des, conseillers, stratégiques pour les clubs. Il y en a plus d'un où j'ai regardé un petit peu leur travail, il y en a qui faisaient de l'excellent travail et puis il y en a d'autres où je me suis dit: «Donc en fait, ils apprennent juste» et c'est pas juste, c'était déjà bien, à des directeurs de clubs à avoir de la méthode. À partir de cette méthode, il leur donnait quelques clés pour réussir à creuser certains sujets de manière stratégique, soit en marketing, en commercial ou autre. OK. Aujourd'hui, alors je suis désolé pour eux, mais il n'y a plus besoin d'eux. Un directeur de business unit qui sait utiliser l'IA, juste de l'IA générative, à qui on a appris à créer des prompts. Parce qu'attention, moi j'ai vu plein de gens dire un prompt, oui, j'ai créé des prompts, l'IA finalement n'est pas si forte que ça. Il y a une étude, petite parenthèse, qui a été faite pour que l'IA te propose un rendu extrêmement performant, il y a un minimum dans ton prompt de 29 mots-clés. Pas 29 mots, 29 mots-clés. Tu vois la richesse du prompt. Il faut savoir le créer. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui apprennent aux gens à créer des prompts. Donc demain, au lieu de payer un auditeur qui va venir analyser le cours, regarder les cours de RPM et puis sortir des méthodes au compte-gouttes pour que son audit dure le plus longtemps possible. L'avenir demain, c'est d'aller dans des clubs de fitness, de voir la structure organisationnelle et dans un premier temps, aller voir le directeur général et lui dire, OK, on va faire un point sur tes points faibles, on va mettre l'IA avec toi, tu vas arrêter de te faire un ulcère et on va t'apprendre à créer un prompt. Et à partir de là, il va se rendre compte qu'il va avoir le meilleur allié en marketing, en finance. Et je parle de finance, je ne parle pas de comptabilité. En comptabilité, n'en parlons pas. En communication, en Marketing, commercial, oui. en marketing ou autre. Donc, et l'IA aussi, au-delà de la prédiction stratégique, va aller lui chercher un tas d'informations hallucinantes. C'est-à-dire que elle va aller piocher dans absolument toute la big data d'Internet. Et elle va pas seulement piocher dedans, elle va être capable d'analyser la big data disponible sur Internet et de faire un rapport en fonction de la situation du club. Et ça, il suffit, entre guillemets, que demain, les directeurs de clubs de fitness aillent contacter des spécialistes de l'IA et de l'IA générative qui leur expliquent comment poser de manière méthodique tous leurs points faibles et mettre en face de manière tout à fait humble ce qu'ils ne savent pas faire ou là où ils ont la sensation d'avoir un plateau de verre et leur apprendre à écrire un prompt en fonction de leurs faiblesses. Et c'est là où l'IA ne va pas réduire intellectuellement l'humain, c'est qu'il va l'aider à progresser. C'est-à-dire que le directeur général ou le propriétaire de ces clubs-là, il va voir en face de lui un professeur quasiment gratuit qui va lui expliquer. Et si on crée un prompt pour que ce soit cadré dans ce sens, à partir de la solution proposée, l'IA pourra même lui préparer une formation. C'est-à-dire qu'il pourra dire, voilà, écoute, tu as besoin que je t'aide sur des bases marketing pour déployer tel produit, pour déployer telle innovation. Voici ce que je te propose en termes de roadmap. Il est capable de te faire une roadmap ultra précise. Et à partir de ça, il y a un autre prompt qui se met en place et l'IA va te dire, bah voilà, pour que tu puisses avoir un contenu que potentiellement tu pourrais déployer auprès de tes collaborateurs, je te crée une formation. Et ces deux choses-là, qui normalement prendraient, on parlait de gain de temps la dernière fois, prendraient auparavant 6 à 12 mois, peut être créé en, je pense, moins de 20 minutes, avec quelques allers-retours de correction potentiellement. Mais avec deux prompts parfaits, je ne parle pas de 20 minutes, je parle de moins de 5 minutes. Ouais, c'est sûr que là, effectivement, ça change beaucoup la donne, quoi. Mais il y a une phase d'analyse, ça j'insiste dessus. Il y a une phase d'analyse et après il y a une phase d'acculturation, il y a une phase d'enseignement pour que les différents acteurs puissent manipuler en fait cette solution de manière efficiente.
et puisse manipuler ces solutions de manière éthique également. Je prends un exemple tout simple qu'on a tous connu. Quand on recrute un agent d'accueil, un vendeur, on le recrute lors de l'entretien avec uniquement un aspect vente. Et notre objectif, c'est qu'il vende. La théorie est là. En pratique, qu'est-ce qu'on commence à lui donner progressivement? Ah, tu peux me faire les résiliations. Ah, tu peux me vérifier les abonnements. Ah, tu peux aller dans tel CRM et voir quelles sont les statistiques. Ah, tu peux rappeler telle personne pour un conflit client. Tiens, tu peux aller débloquer le casier dans les vestiaires. Potentiellement, tu pourras me passer aussi un coup de serpillière à l'accueil. Voilà. Et ça s'enchaîne. Au final, comme je le disais tout à l'heure, la fiche de poste qui était 100% vente, je pense, au moment de l'entretien, s'est réduite progressivement. Demain, les CRM avec de l'IA vont avoir une itération, c'est-à-dire une capacité de progrès permanente en fonction du club que le CRM est en train de traiter et avec lequel il est en train de. Demain, tout ce qui est relance des prospects non transformés, tout ce qui est relance commerciale des clients perdus, tout ce qui est parrainage, technique de parrainage commercial, l'IA va pouvoir le générer, personnaliser, mettre en place une personnalisation avancée dans chaque interaction, va pouvoir gérer, va pouvoir créer des processus et appliquer les processus de post-achat, de post-inscription, de post-pratique, et va pouvoir structurer les données, faire des retours précis, timés en fonction de la temporalité qu'on aura définie, pour qu'ensuite les collaborateurs puissent analyser, puissent échanger entre eux, puissent se partager les données et puissent être impliqués dans la réussite du business, tel que par exemple l'expérience client, pour travailler non plus les processus internes qu'on faisait avant sur PowerPoint, mais les processus IA pour que l'IA l'accompagne encore un peu mieux. Et l'IA, sauf si on met un robot, mais l'humain n'est pas fait pour échanger avec du matériel froid, le vendeur pourra toujours vendre et il sera très bon là-dessus. Et il pourra se concentrer à 100% là-dessus. Il sera accompagné par l'IA si on l'a formé pour qu'il soit accompagné par l'IA, qu'il puisse comprendre l'IA, qu'il puisse challenger l'IA, qu'il puisse lire les données de l'IA et qu'il, lui, puisse avoir une itération avec son cerveau, c'est-à-dire une amélioration à chaque fois qu'il va faire, un ajustement des outils en pratiquant, en même temps qu'il va ajuster son cerveau en pratiquant. Et là, s'il y a un accompagnement qui est total et un accompagnement éthique, on a une évolution intellectuelle en même temps qu'on aura une évolution technologique et une évolution économique et sociale. Selon toi, ça ne va pas réduire le nombre de personnel? Alors, ça réduirait le nombre du personnel si en fait les ETP de base sont mal construits. C'est sûr que si demain, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de 5 agents d'accueil, parce que chacun finalement faisait seulement 20% de vente. Logiquement, le jour où on devra être à 100% de vente, il n'y aura peut-être pas besoin de 5 agents d'accueil. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux avoir gardé ces 5 agents d'accueil qui soient tous à 100%, c'est-à-dire qu'on ait 500% de force effective, plutôt que de se dire j'étais à 100% avant, je reste à 100%, et puis je passe à une personne. De toute façon, la réduction des effectifs, c'est prouvé que l'humain a besoin d'interaction, a besoin de rapports sociaux, et un humain tout seul sur un bureau et on lui dit maintenant tu es tout seul, va perdre en efficience professionnelle. Donc réduire les effectifs, attention à l'impact sur l'entreprise. Il y aura des impacts négatifs à plus ou moins long terme. Moi, je conseillerais plus les entreprises, avant de faire un calcul simple en disant tiens, ça me fait réduire la masse salariale et je suis au même niveau, le but d'une entreprise, c'est de surperformer. Donc je dirais à l'entreprise, attends, tu veux pas garder ta masse salariale, surperformer à 500%, et faire qu'au final, tu vas gagner beaucoup plus et tu vas même récompenser un peu mieux tes collaborateurs. Je pense que pour un développement personnel et un développement économique, c'est quand même beaucoup plus gagnant. Alors, je parle à une entreprise qui n'est pas dans une situation de crise. Oui. Bien sûr, c'est totalement différent. Faire un audit, faire une analyse de la structure organisationnelle auprès d'une entreprise qui est dans une situation de crise profonde ou de crise légère ou de non-crise, juste de recherche de croissance un peu plus performante, il y a des visions totalement différentes. Là, je te parle d'une société, d'une entreprise qui va être
Dans un début, on le sait tous, dans toute entreprise, il y a une phase de lancement, de croissance, de maturité et de déclin. Je parle pour une entreprise qui a une croissance légère, voire une maturité ou un déclin très léger qui est rattrapable. Du coup, tu dis aux patrons de club de commencer tout ce qui est levier acquisition, marketing, vente, à utiliser l'intelligence artificielle ou Tout de de... suite. Ouais. Là, le monde du fitness n'est pas encore impacté. En France, plus de 70% des entreprises dans le domaine industriel qui n'ont pas touché l'IA. Donc, on peut le voir dans l'autre sens. On peut se dire qu'il y a quand même 30% des entreprises qui s'y sont. Tu connais les secteurs? Dans le domaine industriel de manière large en France, Ok. dans l'industrie, dans les grandes industries, ce qui ne représente pas la force la plus grande de l'économie française. On sait que l'économie française tourne en grande partie avec des PME. Mais elle a peu de grandes industries, mais les grandes industries représentent un volume extrêmement important dans le PIB. C'est-à-dire, on a moins d'industries qu'en Allemagne, mais le peu d'industries qu'on a ont une force extrêmement puissante. Donc, dans ces industries-là, il n'y a que, ou on va dire, c'est déjà ça pour un début, mais je trouve que moi, avec mon spectre, il n'y a que 30% qui ne se sont réellement mis à l'IA. Donc, les 70% qui ne sont pas encore mis à l'IA ont vu un bouleversement dans l'effectivité et dans leurs résultats économiques en moins de 6 mois. C'est-à-dire que les 30% qui s'y sont mis ont déjà bouleversé le classement des chiffres d'affaires de ces grandes industries, juste avec la mise en place assez sommaire de l'IA dans leurs différents processus internes. Donc, l'industrie commence à être impactée. Aujourd'hui, je pense que là, on parlait en 2024 de 30% du domaine industriel qui s'était réellement penché sur l'IA et qui avait intégré l'IA progressivement dans les processus internes. Il faudrait que j'aille chercher les chiffres de 2025, même si on n'est qu'à la moitié de l'année. Mais je pense qu'on va peut-être même inverser les chiffres et qu'on sera à 50, 60, vers 70% du domaine industriel qui s'y seront mis. L'industrie du fitness n'est pas encore impactée à ce point, mais ça va arriver. Les gros du fitness, Basic Fit, Fitness Park ou autres, s'y mettent. S'ils s'y mettent, ils s'y mettent vraiment. Donc, les petits vont à nouveau se faire impacter et se faire impacter fortement. Et ils vont dire, oui, mais c'est les gros qui s'y sont mis. Comme je le dis tout à l'heure, l'IA, c'est peut-être l'évolution la moins coûteuse du monde de l'évolution technologique. Et du monde des évolutions globales même. Depuis l'évolution industrielle, il n'y a jamais eu une évolution aussi puissante et aussi peu coûteuse. Donc, pour répondre à ta question, oui, il faut que l'industrie du fitness s'y mette, parce que les gros s'y mettent déjà, que si les petits, si les PME, si les petites chaînes ne s'y mettent pas, ils vont se retrouver à nouveau écrasés par des plus gros, et ils vont se dire, c'est normal, c'est des plus gros. Non, je peux comprendre que lorsqu'une grosse chaîne prend une salle de 4000 m² et qu'ils mettent 125 machines, en effet, il n'y a pas la même puissance économique pour rivaliser. Là, les excuses ne sont pas entendables parce que le coût est tellement faible par rapport aux autres évolutions que tout le monde peut s'y mettre. Pour compléter ma réponse, oui, ils doivent s'y mettre, mais ils ne doivent pas répercuter les erreurs qui ont été faites justement dans le début de l'intégration IA dans le monde de l'entreprise. Je m'explique. Il y a des grosses sociétés, pourtant très puissantes, notamment j'en ai une en tête dans le cosmétique, qui a commencé à intégrer l'IA en choisissant arbitrairement des secteurs. Alors, ça peut être une stratégie intelligente de faire ce qu'on appelle la méthode MVP. Ça s'appelle la méthode Minimum Viable Product, où on va aller tester une innovation dans une petite unité de production qui potentiellement peut bouleverser le business model pour ensuite le répandre partout. Ça peut être intelligent, mais il faut que ce soit temporellement défini, que ce soit stratégiquement limité pour une expansion ensuite qui doit aller assez vite. Là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit, on va tester que dans le marketing. Puis, on va tester un peu au service financier. On peut se dire que ça peut être intelligent. Si ce n'est pas en méthode MVP, ça ne l'est pas parce que ça crée un déséquilibre dans l'entreprise. Et pour faire un rapport très simple, est-ce que tu te verrais aujourd'hui aller conseiller un club de fitness et lui dire, alors tu sais quoi, tu mets Internet à l'accueil, par contre tu ne mets pas Internet au niveau de la compta, tu mets Internet chez le directeur, mais tu ne mets pas Internet chez le responsable fitness. On dirait, mais il est complètement taré, mais aujourd'hui, ça n'existe pas de ne pas mettre. Regarde aujourd'hui, juste lorsque les gens s'entraînent dans une salle qui n'a pas de Wi-Fi.
Tout le monde est perdu. Putain, je peux pas regarder mes mails, je peux pas regarder ma série Netflix. Créer un déséquilibre aujourd'hui avec Internet, c'est inconcevable. Créer un déséquilibre avec l'IA, c'est créer un déséquilibre économique et social. Donc oui, les entreprises doivent s'y mettre, mais attention à ne pas s'y mettre par petites gouttes. D'autant plus qu'il n'y a pas un impact économique énorme. Il faut s'y mettre de manière large, de manière stratégiquement sur toutes les structures, sur toute la structure, sur tous les segments, sur toutes les divisions, pour qu'il y ait une vraie dynamique globale qui arrive. Pour te sortir, par exemple, des chiffres, aujourd'hui, je connais des gens qui viennent dans des PME, qui accompagnent les PME sur un relaunch total, avec une efficience multipliée par 25, pour un budget de moins de 10 000 euros. À compte de résultat, 10 000 euros pour faire un relaunch total avec une efficience multipliée par 25, c'est vraiment pas cher. Je pense que les boîtes, les clubs qui nous écoutent peut-être, qui ont fait des relaunch totaux en changeant leur matériel, en repeignant les salles, en changeant le sol, rien que le sol, je pense qu'on a dépassé déjà le budget largement des 10 000 euros. Ouais. 2 tapis, on l'a déjà pété le budget. 2 tapis haute technologie, largement. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Ça serait extrêmement dommage de ne pas s'y mettre. Ça serait une situation sur laquelle on parlerait d'ici 2-3 ans en se disant mais c'est fou en fait. C'est fou que je ne l'ai pas fait. C'est comme si on croisait en 2009-2010 un club qui disait non, moi je veux être que sur papier, pas de Wi-Fi dans mon club, pas d'internet. Je ne veux pas que mes coachs aient d'applications de cours. Je veux encore les DVD ou les cassettes à l'ancienne. Dire allez, bonne chance, hein, je repasse dans 6 mois et je récupère ton local pour 1 euro. Sauf qu'à l'époque, on avait 3, 4, 5 ans pour se retourner. Maintenant, ça se joue en termes de mois. Là, je suis patron de club ou coach indépendant. Je divise mon business en départements et je regarde sur chaque département comment justement je peux implanter l'IA pour améliorer tous mes process et mon système de fonctionnement. Ce serait un peu ça l'idée. Ce serait ça l'idée. Je pense qu'il peut y avoir une première analyse des responsables de structure parce que c'est eux qui connaissent bien leur structure, mais il faut aussi qu'ils aient le recul et l'humilité à un moment de passer la main. Et c'est là où c'est très intéressant et c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Comme dans toute mode, je vois plein de gens s'auto-qualifier de spécialistes IA avec des formations qu'ils ont achetées sur Udemy ou autres. Avoir fait 5 formations en ligne, c'est bon, j'ai compris l'IA, je sais créer des prompts, je sais faire de l'internet, de l'IA générative, pardon, et je vais pouvoir aller conseiller. Et en plus, j'ai une petite expérience en club. Non, attention. Analyser une structure organisationnelle, connaître les méthodes d'analyse d'une structure organisationnelle, savoir avoir un rôle de chef de projet autour de cette restructuration organisationnelle, en gérant à la fois la méthodologie des processus internes, l'humain et la partie économique / financière, c'est un vrai métier. Donc, il faut que les responsables de club s'entourent de personnes qui vont être des vrais spécialistes du management et qui sont des vrais spécialistes de l'IA. Ou s'ils n'ont pas une personne qui est capable de faire les deux, des binômes qui peuvent très bien fonctionner avec la capacité d'analyser une structure organisationnelle, comprendre le business du fitness, d'être capable de poser toutes les bases, voir ce qu'on efface, voir ce qu'on transforme, voir ce qu'on garde et y implanter des solutions IA avec une implémentation qui ne doit pas non plus être brute, mais une implémentation qui va se faire, comme je le disais tout à l'heure, à court, moyen, long terme, 0 à 6 mois, 6 à 18 mois, 18 à 36 mois. Et ça, il faut que ce soit stratégique et il faut que ce soit réfléchi. Attention à l'excitation, attention à aller contacter tout le monde et n'importe qui. Comme dans toutes les modes, on a connu à l'époque à Internet des gars qui faisaient des formations en 2 mois, ils étaient les meilleurs codeurs du monde. On arrive dans le même niveau d'arnaque. Hein. Je pense que j'ai jamais vu autant de spécialistes IA sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça y va, oui. Maintenant, attention, hein, ils vont vendre des choses qui sont largement atteignables sans dépenser des sommes extraordinaires. Donc, de toute façon, le tri va se faire naturellement, mais hélas, avant qu'il se fasse naturellement, il y a pas mal d'arnaques qui vont être faites. Donc, je pense qu'il faut, comme je le disais, soit trouver des profils qui ont à la fois des vraies appétences managériales. Et quand je parle d'appétence managériale,
C'est pas uniquement savoir faire un planning fitness et faire 4 animations dans l'année qui vont ramener un peu d'argent dans des portes ouvertes. C'est une vraie capacité à manager une structure, maîtriser la division du travail, la coordination des activités, la répartition des responsabilités et des pouvoirs, la flexibilité et la formalisation pardon des structures et la formalité aussi des structures. Tout ça, c'est un vrai métier. Et attention aux personnes qui se vendent managers parce qu'ils ont été responsables fitness, qui n'ont pas les formations complémentaires pour. Attention aux spécialistes IA qui ont fait 4 formations en ligne, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner aux responsables de structure, c'est réellement de s'informer sur la formation profonde de chaque personne ou la complémentarité, qui peut être aussi très intéressante, entre des vrais spécialistes fitness, des vrais spécialistes du management, des vrais spécialistes de l'IA. Ou peut-être certaines personnes qui peuvent combiner plusieurs spécialités. C'est là où ça se complique pour le coup. Oui, il peut y avoir. Moi, ce que j'encourage à l'heure actuelle, c'est marrant, je parlais avec une personne justement qui a travaillé pendant longtemps dans le fitness et qui commence à se passionner pour l'IA. Je lui disais, faites des alliances. Il y a un marché énorme qui va s'ouvrir. Il va y avoir du travail. Je pense que c'est quand même beaucoup plus vendeur d'aller voir des entreprises de différentes tailles et dire, écoutez, à l'heure actuelle, il y a des gens qui vont venir, qui vont se prétendre être spécialistes de tout, mais quand on est spécialiste de tout, on est spécialiste de rien. Vous avez besoin d'une personne qui a une vraie vision fitness. Bah, telle personne-là. Vous avez besoin d'une personne qui a une vraie vision du management global, du vrai management d'entreprise et des organisations. C'est un tel. Et puis, on a une personne qui est capable d'implanter l'IA, qui est un vrai spécialiste de l'IA générative, et qui va pouvoir vous accompagner aussi. Et puis, peut-être qu'il y a des personnes qui sont capables de combiner une, deux ou trois de ces grandes spécialités, peut-être. Mais en tout cas, attention, il faut aller vite, mais c'est pas pour ça qu'il faut se précipiter de manière irréfléchie. Excellent, excellent. Et là, on a parlé beaucoup de clubs. Sur la part sportif indépendant, tu crois que c'est la même chose, la même tendance? Alors, je pense que là, il va y avoir un tri qui va être assez énorme. Moi, lorsque je m'occupais de réseaux de salles de sport ou même de salles de fitness, je disais toujours attention au coach qui a peut-être un peu de charisme, qui a un beau physique, qui va attirer dans un premier temps par sa prestance et qui va passer tout le long de la séance sur son téléphone à compter des reps et à donner la serviette et à la bouteille d'eau. Je pense qu'il y a 15 ans, on alertait tout le monde sur ce danger-là. Il y a des personnes comme toi, il y a des personnes comme Thomas Doucet, par exemple, que tu dois connaître, je pense, avec qui j'avais travaillé à Orléans, qui avait dit « Stop, le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est comprendre la personne qu'on encadre. C'est faire vivre un moment, une capsule où, à tout moment, la personne que le coach va se dire « Si le coach en face de moi n'était pas là, je ne saurais pas faire ça, je n'irais pas aussi loin. Je n'aurais pas fait tel ou tel geste avec ce tel niveau de sécurité. Je n'aurais pas un programme aussi réfléchi, une périodisation aussi structurée et je n'aurais pas autant de progrès avec une vision sanitaire et efficace. Ça, il y en a très peu dans le métier. Ça fait depuis 2001 que je suis dans le métier. Je pense que des personnes qui ont réellement pensé et fonctionné comme ça, je t'ai cité toi, je t'ai cité Thomas Doucet, je ne sais même pas s'il y en a 10 dans ma carrière que j'ai connue. Ceux-là, à l'époque, ils y passaient peut-être pour les mecs chiants qui voulaient vendre leur formation et qui manageaient de manière serrée. Ce qui me saoule, je peux vendre du coaching, j'ai pas besoin de me prendre la tête comme ça. Pourquoi je devrais être accroupi quand la personne a fait des burpees? C'est bon, il me reprend du coaching à chaque fois. Alors, je peux te dire que ceux-là, ils vont vivre une période très compliquée là. Parce que demain, ça existe déjà, c'est en train d'être testé en Angleterre. Demain, sur chaque machine d'une salle de sport, il y aura un hologramme personnalisé. C'est en train d'être testé en ce moment. C'est-à-dire que tu vas au tirage nuque, tu as un bracelet que tu passes devant la machine et tu as un hologramme qui se met en place qui se souvient qu'il y a 1 semaine et demie, tu as fait du tirage nuque pendant 8 minutes 20, que tu as mis tel et tel poids avec tel et tel temps de récup et que potentiellement sur ta petite montre ou ton application, tu as spécifié que tu avais un problème à l'épaule et que tu as eu un peu mal au bout de la 5e série. Là, cet hologramme, il va te donner un conseil. Donc, c'est sûr que le coach qui se faisait payer 80 balles de l'heure pour raconter sa vie, ses dernières vacances ou écouter ce que le client lui racontait en comptant des reps, il va pas avoir de valeur ajoutée.
Donc, tous ces coachs-là, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais je pense que c'est terminé pour eux, il faut changer de métier. Par contre, le coach qui déjà avait une vraie appétence humaine, qui créait un lien humain indéfectible et qui faisait que si moi j'ai vu des gens, notamment je reparle de Thomas, j'ai vu des gens qui n'arrivaient plus à s'entraîner sans lui. C'est-à-dire que moi je l'ai croisé, on a travaillé un moment ensemble avec Thomas, je disais ça va, j'arrive pas à m'entraîner. Voilà, j'arrive pas à me pousser, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi en permanence. Alors tu te dis bon bah au bout d'un moment il va falloir qu'il gagne en maturité, mais tu te dis mais le coach est tellement fort dans ce cas-là. Ces gens-là, ils auront tout le temps du monde et ils créeront un tel sentiment d'appartenance au coach qu'eux vont toujours performer et vont toujours être là. Et si ces gens-là sont intelligents, et je pense qu'ils le sont parce que déjà à la base, ils avaient ce niveau de réflexion, ils vont se former avec l'IA pour compléter encore plus leur performance. C'est très bien, par exemple, là, je parlais du problème que j'avais vécu, c'était genre en 2014, je crois, où en effet, il y avait des personnes qui étaient totalement perdues s'ils n'avaient pas ce coach. C'est compliqué de payer 80 balles 5 fois par semaine. Ces personnes-là, ils vont toujours être attirés par ce coach exceptionnel, mais par contre, le coach va avoir l'IA pour que les hologrammes qui vont accompagner son client lorsqu'il ne pourra pas prendre du coaching soient totalement corrélés avec ce que lui a déjà fait en séance. Donc ce coach va se former à l'IA pour que l'IA soit son meilleur allié et son meilleur assistant. Donc les coachs personnels, ils vont avancer encore d'un pas et les mauvais vont disparaître. C'est comme dans toute évolution. Quand il y a eu la révolution industrielle, les petits artisans qui n'étaient pas impliqués dans la qualité de leur production ont été remplacés par des productions massives, de l'hyper-standardisation, un manque de flexibilité importante, mais une réduction des coûts et des explosions de bénéfices qui ont fait que ces gens-là ont disparu. Quand tu as un petit artisan qui ne s'implique pas et qui ne crée pas une différenciation, on accepte d'avoir un produit standardisé. Ça sera pareil dans le coaching. Si les coachs n'ont pas créé une différenciation, on va préférer un produit standardisé qui sera un peu avec un standard, peut-être même un peu au-dessus du coach, et surtout avec une gratuité totale ou un coût minime. Par contre, le coach qui aura créé une différenciation et une différenciation humaine va maintenir cette différence et va pouvoir même implémenter des services supplémentaires qui va faire que l'accompagnement va être réellement à 360, qu'il soit là ou pas. Tu sais, en 2018, j'ai travaillé à Neoness. Tu connaissais cette enseigne? Ouais. C'était géré par deux personnes très intelligentes, qui est Céline Wissling et Marianne Tessier. Et à l'époque, on avait eu une réflexion, elles avaient eu totalement raison. Elles avaient dit l'avenir du fitness, ce sera d'accompagner les gens partout, en salle, en vacances, salon. Si tu as que 10 minutes pour faire un yoga parce que ton enfant fait une sieste, elles avaient dit l'avenir du fitness, c'est ça. Bon, maintenant, elles sont sorties du fitness. Je pense que c'est dommage parce qu'elles y seraient encore. Je pense qu'elles auraient surfé sur l'IA, elles auraient trouvé pas mal de solutions autour de cette idée première. Et pour répondre à ta question, je pense que le coach de demain va trouver dans l'IA la possibilité d'accompagner absolument partout ses clients. Et peut-être même de créer de nouveaux leviers économiques, au-delà du levier qualitatif de l'accompagnement du coach. C'est intéressant parce que c'est ma thèse aujourd'hui auprès des coachs, d'avoir cette vision de business model hybride avec une vision holistique globale à 360. Donc, je ne peux que te rejoindre par rapport à ce que tu viens de dire. Je vais te citer deux exemples. En termes de danger de la standardisation extrême du service. Et par contre, dans le deuxième exemple, le but sera de te démontrer qu'en transformant son business model et en s'adaptant à l'évolution d'un marché, on peut rebondir de manière plus forte. Donc le premier exemple, c'est j'ai un cousin qui habite dans les Landes, dans un village perdu dans les Landes, et il y avait un boulanger qui était vraiment pas impliqué. Il faisait des baguettes, tout le monde allait chez lui parce que le boulanger d'après, il était à 20 km. Il était plein. Et puis un jour, il y a un mec dans le coin qui a passé des alliances avec les mairies et qui a foutu des fours à pain automatiques. Toutes les boulangeries qui étaient nulles ont fermé. Toutes les boulangeries qui apportaient une véritable différenciation dans leur service et dans leur production ont explosé. On a segmenté de manière binaire et on a créé une telle différenciation entre les deux services. C'est tu veux du bon, tu mets le prix, tu fais même quelques kilomètres où potentiellement il y a des nouveaux centres qui vont s'ouvrir, ou tu veux du basique, tu as la distribution automatique de pain. Demain, dans le coaching, ça va être pareil. Soit tu es très bon,
et tu arrives à attirer une certaine clientèle grâce à la différenciation de ton service et de la qualité de ton service, soit tu vas être standardisé et la machine va te remplacer. Un autre point, et ça c'est un journaliste du Figaro, je ne veux pas lui piquer sa comparaison, mais je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, ça vient pas de moi. Mais sa comparaison était très intéressante. Lorsque la photographie est arrivée, il faut savoir qu'à l'époque, même les plus grands peintres, ils gagnaient très peu d'argent avec leur peinture. Très souvent, en fait, leur peinture était achetée par des seigneurs ou possédée tout de suite par des seigneurs, par des rois, parce que les rois les logeaient, les payaient un peu pour qu'ils produisent, donc leur peinture était à eux. Donc c'est des gens qui ne gagnaient pas réellement d'argent avec leurs œuvres d'art à proprement parler. Les peintres gagnaient de l'argent principalement en faisant des portraits. Quand on avait envie de faire un portrait, des fois c'était un peu l'investissement d'une vie. Une personne qui avait des revenus moyens, économisés pour un jour avoir son portrait fait par un peintre. Puis est arrivée la photographie. Et là, tous les peintres se sont dit, on est mort. On vivait principalement, du moins les peintres assez modestes, je ne parle pas des très grands peintres, on vivait principalement grâce à la production de ces portraits. On est foutu, il y a la peinture. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? L'impressionnisme. C'est-à-dire qu'il y a des peintres qui se sont dit, en effet, on ne va pas lutter contre une photo. Une photo, c'est de l'hyper-réalisme poussé à l'extrême. Qu'est-ce que les gens vont payer? Passer des heures devant moi pour que je les peigne, sachant qu'en une photo, en quelques secondes, ou peut-être à l'époque en quelques minutes, c'est tiré, c'est réalisé. Donc c'est là où l'impressionnisme est arrivé. C'est là où il y a eu un courant extraordinaire, où il y a de grands peintres qui sont nés progressivement, et que les peintures se sont vendues à des prix exorbitants. Puis est arrivé l'ère beaucoup plus moderne encore de la peinture, avec le cubisme ou autre, où les prix se sont encore plus envolés. Donc dans un premier temps, on s'est dit c'est la fin de la peinture, et après, finalement, la valeur des peintures a été multipliée par plusieurs centaines, une valeur de plus de 100, Ouais, plusieurs milliers même, je pense. c'est intéressant la réflexion et j'encourage toutes les personnes qui écoutent. Effectivement, on voit toujours le mal ou toujours le verre à moitié vide, alors que effectivement, si tu regardes de l'autre côté du spectre, il y a sans doute des choses très positives qui peuvent arriver dans quel que soit le business où on travaille, quoi. C'est absolument pareil pour toutes les innovations. J'écoutais la dernière fois, et là c'est dommage que le nom m'échappe, je ne sais plus quel roi en Europe avait refusé l'arrivée des premières automobiles parce qu'il s'était dit que de toute façon, ça ne remplacera jamais le cheval. Voilà. Ben, quelqu'un qui dira la même chose pour l'IA à l'heure d'aujourd'hui sera aussi ridicule que ce roi de l'époque. C'est ce qu'il faut se dire. Et en termes d'outils, aujourd'hui, tu utilises des outils autres que ceux qu'on connaît ou comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Mais alors, j'échange avec certaines personnes qui sont en doctorat avec moi, et puis j'ai rencontré pas mal de gens dans le monde de l'IA. Et je pense, alors moi j'ai un job qui me prend du temps en parallèle, mais si je me consacrais à 100% à l'IA, je pense sans exagérer que je pourrais découvrir 1 à 2 nouveaux outils par jour. Soit des outils qui n'existaient pas, soit des outils qui ont évolué. Je te cite un exemple tout simple, un échange que j'ai eu hier ou avant-hier, je crois, avec un collègue qui est vraiment spécialiste dans l'IA et d'ailleurs dans l'implémentation de l'IA en entreprise. Et je lui disais, dis-moi, est-ce que tu es au courant s'il y a une IA qui est arrivée où on peut extraire l'audio d'une vidéo et en faire un fichier Word à partir de l'audio d'une vidéo? Parce que il y a encore 3-4 mois, c'était faisable, mais en gros, il fallait laisser tourner une vidéo, comme là, on est en train de le faire. Une IA captait l'audio et arrivait à retranscrire un Word. Il me dit, ah non, non, regarde, tiens, clique sur ce lien. Je clique sur le lien. L'IA te permet d'extraire une vidéo, n'importe où, que la vidéo soit protégée ou pas. L'IA te l'extrait en 2 secondes. Donc déjà, tu te retrouves avec la vidéo sur ton ordi alors qu'elle était censée être protégée. Bon, on va dire danger, mais bon, ça veut dire quand même que la vidéo, la protection de la vidéo et le copyright de la vidéo ne s'est pas adapté à l'évolution de l'IA. Donc il y a un problème d'un côté quand même. Et en moins de 50 secondes, en faisant un copier-coller de la vidéo dans la solution IA, j'ai eu un fichier Word totalement classé par chapitre de la piste audio de la vidéo.
sans même qu'elle ait tourné. Tu vois l'évolution en quelques mois qu'il y a eu? Ouais, bah, moi, Donc, je le vois sur le podcast aujourd'hui avec tous les outils qu'il y a. C'est clair qu'entre quand j'ai démarré il y a 3 ans et puis maintenant, c'est une facilité de production qui est ouais, faramineuse, quoi. alors oui, des outils, il y en a plein et on pourrait en citer à l'appel et j'ai envie de te dire ceux que je pourrais te citer maintenant, si tu fais le montage du podcast et tu le mets dans 2 semaines, peut-être que je serai has-been sur quelques-uns. Donc il y en a tout le temps. Je pense qu'il faut, il y a pas mal de comptes Instagram qui sont intéressants sur lesquels on peut se connecter. Via ces comptes Instagram, en plus, la majorité des influenceurs, des bons influenceurs, nous permettent de cliquer sur des liens où après on est abonné à des newsletters qui sont aussi pas mal. J'encourage les gens qui s'intéressent à l'IA à aller chercher quelques influenceurs comme ça IA qui sont réellement performants pour suivre un petit peu l'évolution et puis aller tester. L'avantage qu'il y a, c'est actuellement toutes les solutions IA, il y a une partie freemium où on peut aller tester sans rien payer. Et puis bien sûr, après, c'est un business, hein, il y a un paiement si on veut aller plus loin. Oui, il y en a plein que j'utilise, mais par contre, alors ça, c'est une éthique personnelle, je m'oblige à ne pas tout automatiser. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai fait des études littéraires dans un premier temps avant d'aller en école de commerce. J'adore lire, j'ai un énorme respect pour les écrivains et pour la littérature de manière globale, et je ne veux pas perdre ma capacité de rédaction. Donc, je m'oblige, quand j'ai le temps, bien sûr, quand on n'a pas le temps, c'est autre chose, à continuer à rédiger moi-même, potentiellement à demander à l'IA s'il a des préconisations, mais j'essaye de garder ma manière de rédiger. Peut-être l'IA est pas mal, notamment ChatGPT, dans la capacité de segmenter un petit peu un texte, mais j'encourage quand même toute personne à continuer à faire fonctionner son cerveau et à utiliser l'IA quand il y a réellement besoin d'un assistant. Attention à ne pas tout déléguer à l'IA et à ne pas rentrer dans un cercle vicieux de régression intellectuelle qui peut être un vrai danger. Tu vois, là, par exemple, je t'avais envoyé des contenus PowerPoint. Euh, Tout le contenu, je l'ai écrit. Par contre, ce qui est génial, donc là, c'était avec Gamma, par exemple. Ce qui est Mmh. génial avec Gamma, c'est que je fais un copier-coller de mon Word. Je lui demande de préserver au maximum mon contenu et il m'a sorti un Magnifique. PowerPoint en moins d'une minute. Je me rappelle à l'époque le temps que je passais pour faire des PowerPoint et je crois que je t'ai envoyé pas loin de 200 slides que j'ai fait. Ouais, les 200 ont dû être produits en 2 minutes, je pense. Mais à partir d'un texte que je me suis obligé à écrire. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des outils qui détectent aussi l'IA. Il y a des outils qui détectent l'IA. Par exemple, tu vois, moi, j'interviens en école de commerce. On utilise ces outils pour vérifier les copies. Cette année, on tolérait 20% de contenu généré par l'IA. Ah oui, OK. OK, OK. L'année prochaine, on va descendre en dessous de 13%. Donc, attention. Donc, il y en a qui me disent, ouais, ben moi, je demande à l'IA de le faire et puis après, je réécris à ma manière. Parce qu'en fait, on arrive à détecter deux choses. Enfin, les logiciels qui détectent l'IA parce que l'IA, c'est de l'hyper-algorithmie. Donc, il a une façon de construire les phrases qui se répètent, une façon de ponctuer, une façon de créer des espaces. Notamment, tu vois, un petit indice, le tiret de ChatGPT est un tiret qui n'existe pas. Ce tiret très long, il n'existe qu'avec ChatGPT. C'est pas le tiret du 6 ou du 8. On sait que tu as utilisé ChatGPT. Il y a des constructions de phrases, il y a une ponctuation qui correspond à ChatGPT qui fait qu'on arrive à la reconnaître. Et dans un deuxième temps, quand tu fais un copier-coller, tu ne le vois pas, mais il y a du codage transparent dans ton texte. Du codage invisible, pardon. Oui, et qui est transparent. Quand tu fais un copier-coller et que tu le mets sur un logiciel de détection, le logiciel va voir ce codage. Il va pouvoir voir que tu as écrit via ChatGPT et que ça ne vient pas de toi. Donc, lorsqu'on parlait aussi du danger de perdre des emplois, attention, si on veut avoir une vraie valeur ajoutée et aller voir un employeur en disant, voilà, je voudrais tel salaire, il faut que l'employeur se dise, OK, il maîtrise l'IA. On va en parler après, c'est devenu un outil essentiel dans le recrutement, mais il a quand même une valeur ajoutée avec sa capacité de réflexion et sa puissance cérébrale. Si on l'efface, là, en effet, les patrons vont se dire, mais pourquoi je vais payer un mec 5 000 € chargé, voire plus, alors que je peux payer une IA 200 € par mois pour me faire la même chose. Et finalement, il va demander que des petites mains qui créent de l'IA sans réfléchir, et il va y avoir là un risque social qui va être important. Donc, j'entends beaucoup de gens parler de l'attitude des parents, des patrons, de l'attitude de la gouvernance institutionnelle dans l'avenir social de chacun. Je pense que l'effort est à faire des deux côtés. En effet, même des trois côtés, je dirais. Il faut qu'en effet,
Il y ait l'État qui cadre sans verrouiller non plus, parce qu'on sait qu'avec un verrouillage total et des règles trop strictes, le milieu entrepreneurial et l'économie globale n'avancent pas. Donc il faut qu'il y ait un encadrement qui soit un encadrement éthique et un encadrement accompagnant de la part de l'État et pas un accompagnement limitant. Il faut qu'ensuite les grands patrons et les grandes industries avancent avec cette envie d'amélioration économique efficiente et avancent avec cet esprit éthique. Et il faut aussi que le centre opérationnel comprenne qu'ils doivent prouver quand même une plus-value permanente. Il y a un grand économiste qui s'appelait Mintzberg qui a défini en fait les strates d'une entreprise à 5 niveaux, qui sont le sommet stratégique, le centre opérationnel, les lignes hiérarchiques, la technostructure et les fonctions support, le support logistique. Il faut que ces 5 niveaux aient une vision commune sur l'intégration de l'IA, qui amènera une vision commune de l'industrie, de l'entreprise, qui amènera une efficience commune. Donc tout le monde doit aussi se remettre en question là-dedans. Pour revenir sur un sujet que j'ai rapidement évoqué, il y a certains milieux, comme par exemple tu as évoqué tout à l'heure le milieu du marketing, qui à partir de 2026, 100% des boîtes de recrutement vont demander des formations en IA dans le milieu du marketing. C'est-à-dire que quel que soit le directeur marketing, quel que soit pas forcément un directeur, mais quel que soit l'actif dans le milieu du marketing, quel que soit son diplôme initial, qui ne sera pas formé sur l'IA, va s'auto-exclure du monde de l'entreprise et De l'emploi. employabilité. Ça, c'est pour le milieu du marketing. C'est une étude que j'ai lue dernièrement. Mais progressivement, dans les 5 prochaines années, tout le monde va y passer. Et je pense même, là, on parle du milieu du fitness. Si on a encore de ce monde dans 5 ans, et j'espère, on en parlera peut-être, je pense que dans 5 ans, n'importe quel coach, comme le brevet d'État et le BP, pardon, ou le CQP est essentiel, on n'est plus du tout au brevet d'État. Un coach qui ne sera pas formé sur l'IA, ce sera lunaire. Et il ne sera employé nulle part. On parlait des coachs personnalisés. Demain, un coach personnalisé, mais quel que soit le coin de France, qui va arriver et qui va dire « Alors moi, je peux vous coacher 2 fois par semaine », mais qui n'aura pas une solution IA à apporter pour compléter ces 2 fois par semaine et apporter une vision holistique et à 360 de l'accompagnement, on va se dire « Mais il est nul celui-là ». Et ce qui nous paraît totalement futuriste maintenant va être très banal d'ici 3, 4, 5 ans. Donc autant prendre le virage tout de suite. Il va falloir changer complètement le système d'éducation. C'est pour ça que des écoles, moi c'est pour ça que je me suis orienté vers cette école qui a été la première école à allier le management avec l'innovation technique et en l'occurrence l'IA. Les grandes écoles commencent à s'y mettre. Il y a une grande école qui s'appelle l'ISG, qui est l'Institut supérieur de gestion, qui crée le premier master de management lié à l'IA. C'est-à-dire que c'est un bac+5. Donc quand je te disais attention aux gens qui passent des formations en ligne en 2 fois 3 heures, là, on va avoir des gens en phase 2 qui ont fait 5 ans d'études en gestion managériale liée à l'IA. Tu peux voir le gap de connaissances, la différence, le delta de connaissances qu'il va y avoir entre ces 2 types de pseudo-spécialistes. Attention, moi, les gens qui passent ce doctorat avec moi, c'est des gens qui ont à 100% déjà un master en grande école de commerce, qui complètent avec 3 ans de plus, avec un doctorat, avec une thèse, avec des études approfondies autour du management et de l'intelligence artificielle. Donc c'est sûr que quand je vois des gens qui se autoproclament spécialistes avec 3 formations en ligne et que nous on fait un bac+8, il va y avoir une différence. Tu sais, c'est ce que je dis souvent. Est-ce que toi demain tu irais voir un mec qui te dit moi j'ai un BTS médecine? Non mais ça fait rire, tu vois. Ou le gars qui va te dire tu montes dans un avion et il va te dire te fais pas de soucis, moi j'ai un CAP pilote. Non mais ça paraît totalement lunaire. Il faut que ce soit aussi lunaire quand il y a une personne qui n'est pas capable de présenter la richesse de ses formations et la richesse, alors la formation ne fait pas tout, mais la richesse de son expérience et de ses formations. Ou comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve ça tout à fait intelligent de combiner par exemple quelqu'un comme toi qui est un vrai spécialiste du fitness et des clubs avec un vrai spécialiste de l'IA. Ça c'est riche. Il y a 2 visions qui se complètent, qui sont des éléments tout à fait essentiels pour réfléchir à une restructuration d'une unité sportive telle qu'un club de fitness. Mais attention aux pseudo-spécialistes qui s'inventent spécialistes du management, de l'IA, du numérique ou autre.
toi qui est à fond là-dedans, est-ce que tu as créé quelque chose pour partager, parce que tu développes ce genre de choses? Non, j'ai pas le temps parce que j'ai un job à responsabilité maintenant dans une très grosse boîte qui me demande beaucoup de temps. Je vais apporter à mon entreprise principale toutes ces innovations numériques autour de l'IA, en plus d'autres axes dans ma fiche de poste. Non, je le fais. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu t'embêtes à faire un doctorat? Ça peut paraître assez dingue, mais je l'ai d'abord fait par passion que par ambition professionnelle. Si je l'avais pas passé, ma fiche de poste serait quasiment la même, sauf sur la partie numérique et innovation IA. Donc, non, moi, j'ai pas le temps parce que j'ai déjà côté un poste qui est prenant, que si je m'implique, je veux le faire à 100%. J'ai donné des conseils de manière bienveillante à certaines personnes, mais des personnes qui ne sont pas concurrents de ma boîte. Moi, j'ai pas le temps. Par contre, j'ai pris le temps de connaître des personnes qui sont des vrais spécialistes, qui sont des vrais spécialistes du management, ou qui sont de vrais spécialistes de l'IA et de l'implémentation IA. S'il y a des gens qui ont envie de me contacter pour que je leur fournisse les coordonnées de ces personnes-là, ce sera avec grand plaisir. Et j'ai même rencontré dernièrement une personne qui a un double cursus justement dans une école de commerce, une grande école de commerce en management, et qui s'est réellement, en l'occurrence, spécialisée dans l'IA. Donc non, pour répondre à ta question, moi j'ai pas le temps, je le ferai pour ma boîte et j'avance sur cette thèse par passion et puis après ce doctorat, j'ai envie de passer encore d'autres choses, donc j'aurai à nouveau pas le temps. OK, Donc j'en profiterai pour te réinviter pour avoir les dernières news du coup. voilà, exactement. On fera un podcast encore sur autre chose. Mais voilà, pour résumer tout ça, je pense que pour résumer tes dernières questions, là, je pense qu'il faut que les entreprises prennent le virage tout de suite, qu'elles fassent faire des audits qui vont pas leur coûter vraiment très cher avec des vrais spécialistes en management, en IA, potentiellement accompagnés de vrais spécialistes du fitness, parce que c'est quand même un milieu qui est très à part et on ne s'invente pas spécialiste du fitness. On en a vu plein s'inventer et ça a rarement généré des résultats piques. Et puis les coachs, j'encourage les formateurs, les bons formateurs comme toi, de vite prendre le virage de l'IA pour accompagner tous ces coachs qui vont en avoir extrêmement besoin. Donc je pense que tu es déjà sur le sujet. Oui, 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 je m'intéresse beaucoup au sujet effectivement. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir des vraies formations, hein. Demain, il y aura des vraies formations pour compléter son accompagnement, que ce soit en coaching personnalisé ou même, on n'en a pas trop parlé, mais des cours individuels. Tu vois, là, il y a une solution, dernière petite anecdote là-dessus, il y a une solution qui a été testée à Singapour, où en fait, l'IA arrive à prendre une sorte de photo numérique de toutes les personnes qui sont en cours collectif et arrive à aller cibler les mouvements qui ne correspondent pas au mouvement type généré par le prof. Je m'explique. Demain, on a Isabelle qui est au fond à droite, qui ne fait pas le même squat que le prof qui, lui, a un rôle modèle. L'IA est capable d'analyser le squat du prof de manière visuelle, est capable d'analyser les consignes du prof de manière auditive, et est capable sur une tablette d'aller signaler au prof qui a une tablette à sa droite, attention, Isabelle au fond à droite, squat dangereux. Juste sur ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire de la fatigue ou autre, ils sont capables de voir. Attends, excuse-moi. Ils sont capables de voir avec des signaux faibles une situation de stress sur un adhérent qui va avoir un début de perte de motivation, qui va avoir un début de dégradation de certains mouvements pour être signalé auprès du coach, pour aller rattraper cet adhérent avant qu'il soit dans une situation d'échec total, qui là seront des signaux forts. Ah, c'est juste énorme. C'est juste énorme parce qu'on va pouvoir s'occuper encore mieux. Puis je pense que tu vois, cette personne-là pourra avoir son compte rendu. Enfin, oui, c'est illimité, quoi. Et après, on peut aller dans un compte rendu sur une application qui va générer un pourcentage de réussite sur l'ensemble du cours, qui va pouvoir générer des pourcentages et un système comparatif par rapport au body pump de la semaine dernière, qui va pouvoir générer des préconisations.
Peut-être que la personne, en fait, a réalisé trop de body pump sur les 2 dernières semaines et qu'on se rend compte que finalement, sur un enchaînement de cours, il y a une dégradation de la qualité du cours. Moins Concrètement, d'efficacité, quoi, tout simplement. on en a connu dans les clubs, hein, les body attackers qui font 5 body attacks par semaine. Et là, c'était rarement les meilleurs adhérents parce qu'ils étaient en surentraînement, qu'il y avait une banalisation de l'entraînement, qu'il y avait un manque de profondeur dans l'application des gestes et de l'entraînement en lui-même et qui finalement faisaient du sport en pensant que ça allait être prolifique. Ils se mettaient dans des Non, situations c'est tellement dangereuses. excitant. C'est un truc de dingue. Enfin, que ce soit sur ça, sur le marketing, là, je voyais qu'il y avait une société qui faisait je crois, des millions de chiffres d'affaires et qui te font des hologrammes pour tes publicités Facebook, qui font du e-commerce, des trucs de dingue, quoi. Je trouve ça vraiment stimulant intellectuellement, quoi. Là, j'organise justement parce qu'on est avec plusieurs personnes et notamment avec le maire de la ville de Saint-Ouen en région parisienne, on a échangé et on s'est dit que les différents sommets de l'IA touchaient un peu trop les gouvernances institutionnelles et trop peu la citoyenneté. Quand je disais tout à l'heure que les citoyens doivent être au courant et ne sont pas au courant de la vague de l'IA et tout ce que l'IA peut apporter au niveau économique et social, on a décidé de créer de mettre en place le premier sommet de l'intelligence artificielle et de la citoyenneté, le 27 juin. Donc, s'il y en a qui veulent venir, je te passerai l'affiche et ils pourront réserver. C'est totalement gratuit. Généralement, c'est payant. Nous, on l'a fait totalement gratuit. Et il y a 15 spécialistes de l'IA, du management, de la formation qui vont intervenir. Et des personnes assez haut placées, comme par exemple Julie Martinez, qui est le bras droit de Jacques Attali, qui va intervenir. Donc voilà, il y aura pas mal de niveaux. Pour revenir sur ce sommet-là, j'avais demandé à un graphiste de me faire une affiche. Au bout du 5e aller-retour, il n'arrivait pas à comprendre ce que je voulais. Bon, allez, je dis, je tente. J'ai même pas pris une IA spécialisée dans la génération de contenu marketing. J'ai tenté de faire un prompt ultra précis auprès de ChatGPT. On a eu peut-être 5 allers-retours entre ChatGPT et moi pour tomber sur une affiche où 100% des gens à qui je l'ai envoyé m'ont dit « Waouh, génial ton affiche !» Même le responsable marketing de la ville de Saint-Ouen m'a dit « Putain, super sympa, tu m'envoies le fichier source ?» Je me suis dit à un moment, je vais me faire cramer, tu vois. Donc, tu vois, tu es le premier à savoir que je l'ai créé 100% avec ChatGPT. Donc là, à nouveau, un graphiste qui va pas pouvoir répondre rapidement à mes demandes, qui va pas se concentrer réellement sur ma demande pour tout de suite me fournir ce dont j'ai besoin. Bah, je vais me dire pourquoi je vais le payer. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais essayer de réfléchir à un prompt intelligent et puis je vais produire mon affiche. Et ça va me coûter 0 € et je vais avoir la satisfaction de l'avoir créé moi-même avec ChatGPT. Donc à nouveau, ce graphiste, s'il devait se remettre en question, bah déjà, j'espère qu'il va se former sur l'IA. Et puis, bah, comme on en parlait tout à l'heure pour les boulangers, s'il ne crée pas une vraie différenciation sur son service, bah, lui, il va changer de métier. C'était super passionnant. Je vois que l'heure tourne. En tout cas, merci. J'espère que tous ceux qui ont écouté l'épisode aussi, c'est toujours hyper passionnant. Merci Vincent pour toute cette richesse. Où est-ce qu'on peut te suivre éventuellement? Bah, LinkedIn. sur LinkedIn, Vincent Martin, vous me demandez sur LinkedIn et comme je vous l'ai dit, s'il y a besoin de conseiller des personnes, je le ferai avec bienveillance. Je les orienterai vers des spécialistes qui pourront vraiment les aider. Là, au fil de cette année, j'ai vraiment détecté 2-3 personnes qui sont vraiment très très bons et que je peux conseiller les yeux fermés. Et je précise que je gagne pas 1 € lorsque je les conseille. Et puis voilà, je conseille tout le monde, sauf comme je l'ai dit, les concurrents de ma boîte. Énorme. Mais voilà, mais sinon ouais, qu'ils n'hésitent pas, Vincent Martin sur LinkedIn, et avec grand plaisir pour échanger. Et puis sinon, bah, on se croisera peut-être. Je serai au salon du fitness aussi pour faire une intervention sur justement toutes les dernières innovations de l'IA et le rôle de l'IA dans le milieu du fitness. Il y aura une partie conférence et une grosse partie questions-réponses. Donc ils peuvent venir, j'interviens sur différents sommets. C'est quoi les gros événements IA de l'année là? Enfin, il y a des choses intéressantes. Là, il y a eu le sommet de l'IA au mois de février où là, on a annoncé notamment 109 milliards d'investissements dans l'IA. On a eu, là, cette semaine, il y a eu le salon Vivatech. Il y a après, dans le domaine du fitness, il y a eu dernièrement Opio, organisé par William Salinière,
On a eu quand même 2 jours de conférences, enfin deux conférences sur 2 jours liées autour de l'IA. Je sais que Pierre-Jacques Dachary aussi a fait intervenir un spécialiste de l'IA au Fitness Challenge. Je crois que tu y étais. De manière générale, 2025, c'est le virage de l'IA. Donc, il y a pas mal de salons, il y a pas mal d'interventions qui se multiplient. Et généralement, les personnes qui interviennent comme ça sont ultra efficaces, hein. Il n'y a pas, il y a pas de doute. On est loin des arnaqueurs comme on disait, de LinkedIn et des faux spécialistes. Il y a bien sûr tous les événements de la French Tech. Je vais sûrement intervenir sur l'événement de la French Tech Sud à Toulouse qui aura lieu mi-juillet. Tout ce qui est sponsorisé et soutenu par la French Tech, on peut être sûr que c'est solide, que c'est des intervenants qui sont de vrais spécialistes, qui ont été contrôlés, qui ont été analysés et avec une vraie valeur ajoutée. Donc déjà, à partir du moment où il y a le logo French Tech, et tu vois, par exemple, le sommet qu'on organise est sponsorisé par la French Tech. Donc, donc on est valable. Puis voilà, il y a des sommets comme celui qu'on organise le 27 juin à Saint-Ouen où là, j'encourage vraiment tout le monde à venir. Et tous les sujets seront évoqués. On va avoir un spécialiste du management du sport qui va évoquer l'influence de l'IA dans le management du sport. On va avoir un directeur artistique qui va parler de l'influence de l'IA sur l'art. On va avoir Julie Martinez, la directrice générale de France Positive, qui va parler de l'IA et des fake news. Voilà, on va avoir vraiment 15 intervenants différents qui vont en plus faire des interventions très courtes et très rythmées. Donc en fait, chaque intervention va durer seulement 15 minutes. Donc ça va être 15 minutes de chiffres chocs, de phrases chocs, de révélations chocs pour justement générer cet intérêt autour de l'IA et cette envie d'aller plus loin. Et puis, toutes les personnes qui viendront à ce sommet pourront ensuite interagir avec eux, échanger leur carte de visite et pouvoir pousser un peu plus loin peut-être les sujets qui les ont interpellés. Donc voilà, pour répondre à ta question, il faut se renseigner. Et puis, pour apporter une réponse un peu plus précise, la French Tech tient un agenda des événements validés par la French Tech. Donc allez sur le site de la French Tech, cliquez sur l'agenda et vous trouverez tout ce qui est valable. On n'est pas si en retard en France. Enfin, je vois beaucoup la Chine, les États-Unis mettre des milliards. Il y a Mistral qui tire son épingle du jeu là. C'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on prend du retard, nous, Européens? On a pris un peu de retard parce que quand on parle des milliards qui sont investis, qui ont été annoncés par Emmanuel Macron au mois de février, ça paraît énorme et c'est toujours minime par rapport à ce que fait les États-Unis ou la Chine. Maintenant, ce que font les États-Unis et la Chine, les États-Unis avancent et très souvent, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont été un peu loin au niveau innovation et en négligeant beaucoup le social, ils revoient un petit peu leur modèle. C'est un peu le fonctionnement des États-Unis, quoi. On avance fort, puis quand on se rend compte qu'il y a pas mal de dégâts, on ajuste. Ils ont au moins la qualité d'ajuster à un certain moment. Les Chinois, ils ajusteront jamais. Eux, on avance, on écrase tout le monde, et puis s'il y a des survivants, tant mieux. Pour un pays qui était à la base communiste, je pense qu'il n'y a pas plus ultralibéral aujourd'hui. Donc, la Chine est dangereuse. La Chine est dangereuse parce qu'elle va aller ultra loin sans aucun encadrement éthique. Et je pense que le monde va le payer à un moment et la Chine le payera de toute façon. Les États-Unis, pour répondre à ta question, vont vite. Et je pense qu'à nouveau, ils tireront leur épingle du jeu et que d'ici 5 à 10 ans, ils seront la puissance mondiale en termes d'IA. Parce que justement, malgré leur vision libérale, ils ont quand même cette vision où ils ajustent quand même et ils ne sont pas non plus à écraser le peuple. Et il faut toujours qu'ils emmènent le peuple. C'est la force des États-Unis, hein. Ils sont toujours le peuple qui part avec eux dans toutes ces innovations. Donc ils ont besoin du peuple et contrairement à la Chine où ils peuvent laisser des gens sur le côté, les Américains veulent toujours essayer d'emmener un maximum de monde avec eux. Donc je pense que les Américains aient la puissance à suivre sur pas mal d'axes d'évolution, même si au niveau éthique, pour l'instant, ils ne sont pas au top. La Chine, pour moi, n'en parlons pas. Par exemple, petite anecdote, n'utilisez jamais DeepSeek, hein. DeepSeek, c'est un open source et ils n'ont aucune compte. Demain, tu analyses sur DeepSeek ton compte de résultats. Il va être revendu à un concurrent ou analysé par des Chinois pour te copier et voir en quoi ils peuvent s'inspirer de ce que tu as fait. Il n'y a aucune confidentialité. C'est dingue, c'est dingue. L'Europe, pour l'instant, manque de moyens. Je pense que ce n'est pas encore une priorité. C'est en train de se prioriser probablement. On est en train de prendre un peu de retard. Après, l'Europe et notamment la France, ça reste quand même des pays qui restent extrêmement performants en termes de recherche. Quand tu as cité Mistral, ils sont arrivés il y a très peu de temps. Ils ont rattrapé le retard très rapidement. Parce qu'en termes de profondeur de recherche,
l'Europe et notamment la France, on est parmi les pays les plus performants du monde. Donc, pour répondre à ta question, on est en retard en termes de priorisation économique. C'est toujours frustrant parce que de se dire que voilà, si on mettait un peu plus d'énergie au bon endroit, mais on ne serait pas là où on devrait être, enfin ouais, où on est aujourd'hui plutôt. C'est qu'en fait, on manque de priorisation économiquement parlant, mais on manque pas de performance en termes de recherche. En termes de recherche, on est largement aussi puissant, voire plus puissant que les Américains ou les Chinois. Il faut juste que les grandes gouvernances institutionnelles priorisent économiquement les actions de financement autour des innovations IA. Bon. Donc, pour répondre à ta question, on est en retard économiquement parlant et en termes de priorisation. On n'est pas en retard en termes de recherche et en termes de capacité à générer des innovations IA. J'aime beaucoup cette approche de ta thèse sur c'est pour ça en off tout à l'heure je disais l'IA et l'éthique. C'est vrai que c'est le gros enjeu, je pense, de demain et ta vision des choses est intéressante sur ça. Donc non, il faut rester patriote, il faut rester pro-européen, il faut y croire parce que au bout d'un moment on va y arriver. Et c'est pareil, faut pas oublier, hein. Les États-Unis, ils sont, je sais plus combien de millions est-ce qu'ils sont sur le territoire américain. On est beaucoup plus qu'eux en Europe. On a des forces vives supérieures à eux, c'est-à-dire que si on doit tirer le pourcentage européen d'ingénieurs, de chercheurs, de fonctions professionnelles classées comme cadre sup, je crois qu'on est 20 fois supérieur aux États-Unis. Donc en fait, ce sentiment d'infériorité qu'on a face aux États-Unis, au niveau chiffre, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux qu'eux. Il faut juste prioriser. Le problème de la France, le problème de la France et le problème de l'Europe, c'est que c'est des systèmes ultra administratifs qui sont ralentis, là où les États-Unis ils vont ultra vite lorsqu'ils décident de mettre quelque chose en place. Mais par contre, en termes de force vive, on est aussi fort qu'eux, voire plus fort, si on fait les choses dans le bon sens, qu'on perd pas de temps et qu'on priorise. Donc, il faut arrêter d'avoir ce sentiment d'infériorité en disant on sera toujours derrière la Chine et les États-Unis. C'est maintenant aux politiques de prendre les bonnes décisions parce qu'après, les forces vives derrière, elles attendent qu'une chose, c'est de se lancer. Parfait. Eh ben, merci une nouvelle fois pour tout ce que tu nous as partagé. C'était un plaisir en tout cas. Merci. Pensez à mettre un 5 étoiles et à mettre un super commentaire à Vincent. Si vous êtes dispo pour l'événement, même chose. J'essaierai de sortir l'épisode du coup rapidement pour qu'on puisse éventuellement venir. En tout cas, merci pour tout. Et puis, au plaisir d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. Merci Vincent. Avec grand plaisir, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.